destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through. Donc salut à tous, c'est le Patriote éclairé, c'est pour un nouvel entretien d'actualité, de commentaires d'actualité. Donc là on est sur un entretien d'été, automne, un entretien d'actualité sur automne 2015, octobre-novembre 2015. Donc les actualités nationales, donc je rappelle, hein, tous les mois ou tous les 2 mois, un grand entretien d'actualité. D'ailleurs maintenant je basculerai tous les mois, je ferai un grand entretien d'actualité mensuel à partir de là. Là je suis encore sur bimensuel, mais à partir de maintenant je ferai un grand entretien d'actualité par mois, donc mensuel, pour que ce soit un peu plus régulier et les entretiens un peu moins longs. Donc là, entretien d'automne 2015, donc automne, octobre, novembre, je vais aller jusqu'aux actualités tragiques des attentats terroristes, que je vais un peu synthétiser. J'ai déjà fait une vidéo il y a 2 semaines sur les attentats terroristes qui ont ensanglanté Paris. Je vais refaire une vidéo là-dessus. Voilà, donc entretien d'automne, octobre-novembre 2015. Partie nationale, c'est parti, donc actualité nationale. Donc on part tout de suite sur une rubrique nécrologie, donc j'ai décidé cette fois de commencer avec la rubrique nécrologie. Des fois je finis. On commence par le deuil, on finit par le deuil. Hein. On commence par le deuil avec les morts et on finit par le deuil avec les attentats tragiques terroristes. Donc rubrique nécrologie hommage. Donc 4 personnalités cette fois-ci, Sylvie Joly, Guy Béart, donc 2 chansonniers populaires, et enfin René Girard, André Glucksmann, des penseurs, des philosophes. Donc je vais dire ce que j'en pense. Donc c'est parti pour cet entretien de commentaire d'actualité d'octobre-novembre 2015. Partie nationale, donc rubrique nécrologie hommage. Oui, donc d'abord je voulais rendre hommage à 2 personnalités que sont Sylvie Joly et Guy Béart. Donc 2 chansonniers qui sont morts là dans le courant du mois d'octobre, il me semble, octobre-novembre. Donc voilà, je voulais leur rendre rapidement hommage. Donc Sylvie Joly, c'était la première femme qui est montée sur les planches pour faire des one-woman shows. Donc one-woman show, les one-man show pour les femmes. Donc première humoriste femme, bien avant Muriel Robin, bien avant... comment elle s'appelle bien avant Florence Foresti et Muriel Robin. Donc c'est à souligner. Donc voilà, je connaissais pas plus Sylvie Joly, mais je lui rends hommage comme faisant partie intégrale du patrimoine culturel de la France et du peuple français. Ensuite Guy Béart, donc là plus important, plus intéressant. Guy Béart, donc c'était le vive, évidemment, le père d'Emmanuel Béart. Donc je rends aussi hommage à Guy Béart, qui est mort aussi, qui est décédé à l'âge de 85 ans il me semble. 85 ans, ou 86 même peut-être. Donc Guy Béart, chanteur populaire français, voilà, donc je lui rends hommage bien évidemment. Donc Sylvie Joly, Guy Béart, donc chansonnier populaire, bon, on connaît tous ce clash, cet affrontement violent avec Gainsbourg. Voilà, je voulais rendre hommage à Guy Béart, personnage intéressant. On passe ensuite donc après ces deux personnes moins importantes, à des personnages beaucoup plus importants, après les chansonniers populaires. René Girard, donc René Girard, grand philosophe, qui est mort là aussi dans le courant du mois de novembre. René Girard, grand philosophe très important, philosophe qui avait écrit La violence et le sacré. La violence et le sacré, donc philosophe, anthropologue, penseur, philosophe et anthropologue, grand penseur français, grand philosophe français, qui manquera donc à la France, qui avait écrit donc La violence et le sacré, sur la relation, comment le sacré, le religieux, confine et se préserve de la violence, la relation justement de la violence réelle, de la violence symbolique et du sacré du profane aussi. Donc René Girard, grand philosophe, penseur intéressant, et je voulais lui rendre hommage à propos de... oui voilà, la France perd un grand penseur. C'était un penseur, un philosophe qui écrivait depuis les années 60, donc grand penseur français, plutôt de gauche, digne des Alain Badiou, des Marcel Gauchet, des Edgar Morin. Ce sont des grands philosophes, des grands penseurs français qui nous manqueront quand ils disparaîtront. Voilà, c'était tout sur... donc, hommage à René Girard, hommage à ce grand penseur, voilà, du sacré, et surtout qui avait pensé ce qu'il appelle le désir mimétique, qui est une analyse sociologique et marxiste de la société de consommation et de la société en général, au-delà de la société capitaliste de consommation.
le désir mimétique, la rivalité mimétique qui était selon Girard à l'œuvre dans nos sociétés, comment on essaie d'imiter des modèles pour se hisser et pour monter en grade, on va dire, dans la sociologie, imiter les classes sociales notamment favorisées quand on est du peuple, voilà. Grand penseur de la violence et le sacré, anthropologue, philosophe et philologue, qui a pensé aussi la relation du profane et du sacré, du religieux, et qui a pensé surtout peut-être le désir mimétique, grand penseur de la rivalité du désir mimétique, donc hommage à René Girard, grand penseur. Dernier penseur, André Glucksmann, pour cette série Nécrologie Hommage. Donc André Glucksmann, personne ne le présente, donc il est mort là, lui, en fin novembre, enfin dans le courant du mois de novembre. Donc André Glucksmann, qui avait fait moins 68, gauchiste, internationaliste, maoïste, de toutes les aventures intellectuelles de l'extrême gauche, et qui, par désillusion, dans les années 70-80, désillusion qui en était revenue de ses rêves de révolution prolétarienne, de grands soirs, de révolution marxiste-léniniste, était passé c'est intéressant, aux néoconservateurs. Voilà, c'est intéressant à noter, André Glucksmann est passé du gauchisme dans les années 60, mai 68-70, du gauchisme internationaliste, il soutenait Mao et Staline, à une critique radicale du marxisme-léninisme, de la pensée marxiste et des régimes staliniens, des dictatures rouges, Staline et compagnie. Et lui, il est passé, voilà, on peut dire, à l'extrême droite, de l'extrême gauche à l'extrême droite, libéral, libertaire jusqu'au bout. Donc Zemmour a fait une chronique sur RTL récemment sur Glucksmann. Allez la voir, elle est intéressante, elle parle voilà, des errances et des errements de cette gauche intellectuelle qui sont passés du libertarisme au libéralisme. Comme Daniel Cohn-Bendit par ailleurs, voilà, les libéraux et libertaires, comment dans les années 70 s'est faite l'alliance incongrue et étonnante entre des gens qui venaient de l'extrême gauche libertaire, transgressif, et des gens qui venaient de la droite, plutôt des forces d'argent comme Giscard, libéraux. Donc l'alliance des libéraux libertaires, voilà, Glucksmann qui incarnait parfaitement à la fois le génie intellectuel à la française, grand philosophe, grand penseur, donc le génie intellectuel à la française, mais bien évidemment les errements et les errances de cette gauche, je dirais dogmatique, marxiste et révolutionnaire, qui a refusé pendant très longtemps de faire son autocritique, de faire la critique du marxisme et du stalinisme comme un totalitarisme, comme l'avait invoqué Hannah Arendt avec ses réflexions sur le totalitarisme, puis Raymond Aron dans les années 70, qui avait vulgarisé la pensée de Arendt en France. Voilà, donc ça c'est intéressant, cet André Glucksmann, voilà, dont le fils est une espèce de caricature d'antifasciste et de mondialiste. Bon, c'est assez drôle, voilà. Raphaël Glucksmann, pour ceux qui connaissent. Donc André Glucksmann qui a fini par soutenir Nicolas Sarkozy pour finir aux élections présidentielles de 2007. Tout ça est tout à fait logique, passer du libertarisme au libéralisme, du marxisme au capitalisme, de l'antisystème au système, de la révolution prolétarienne à la domination et au système bourgeois. Bon, André Glucksmann, voilà, grand penseur par ailleurs, un grand penseur voilà, qui a amorcé avec Bernard Lévy et d'autres, un peu moins un grand penseur, un peu plus guignolesque, la critique, dans les années 70, la critique du totalitarisme, de la gauche et du marxisme, pour passer au libéralisme intégral. Bon voilà, André Glucksmann, néocon à la française, que je salue moins que René Girard, mais bon, je le salue comme tout de même un penseur français, voilà, salut à André Glucksmann, voilà, et je dirais pour finir, voilà, les errements des intellectuels de gauche marxistes. Donc voilà, j'avais fini sur cette rubrique nécrologie. Deux chansonniers qui étaient Sylvie Joly et Guy Béard, qui ont rendu hommage à la culture et à la chanson populaire française. René Girard, le grand penseur, le grand philosophe français du désir mimétique et de la réflexion entre le lien entre la violence et le sacré. Et enfin André Glucksmann, à la fois philosophe, marxiste, puis critique du marxisme et du totalitarisme, et à la fois passé de l'extrême gauche, on va dire, à une certaine extrême droite, c'est-à-dire ces intellectuels néoconservateurs, qui viennent du trotskisme et du gauchisme dans leur jeunesse, et qui par désillusion et mutations successives sont passés à l'extrême droite libérale sécuritaire. Donc j'en ai fini pour André Glucksmann, j'en ai fini pour la rubrique nécrologie. C'est tout pour la rubrique nécrologie et hommage ce mois-ci. Alors autre sujet très important, bien évidemment, les élections régionales 2015. Donc là je vais en faire un topo rapidement. Donc les élections régionales de 2015 vont avoir lieu en début décembre, le 6 décembre pour le premier tour et le 13 décembre pour le second tour. Donc là je ne vais pas parler de ces élections régionales qui n'ont pas encore lieu au moment où je tourne, mais je veux juste parler voilà, de mes pronostics, de mes prévisions pour cette élection régionale 2015. Donc sans doute une déroute électorale de la gauche du PS,
une vague bleue, une vague de l'UMP des Républicains dans toute la France, et enfin un triomphe électoral, un raz-de-marée bleu marine mariniste. Donc voilà, bien évidemment, je vais en parler très rapidement, puisque ces élections régionales n'ont pas encore eu lieu. Donc élections régionales 2015, voilà pour les trois grandes forces politiques, ce que moi je prédis pour le premier et second tour. Une déroute électorale de la gauche du PS, bien évidemment. Donc il faut savoir que les dernières élections régionales de 2010 avaient donné la gauche, le PS, gagnant dans quasiment toutes les régions. Ils avaient les 23 régions, 22, ils avaient 23 sur 24 régions à eux, sauf l'Alsace, je crois, était à la droite. Donc la gauche avait toutes les régions sauf l'Alsace. Ils vont sans doute toutes les perdre, hein, par trahison, mensonges successifs, échecs gouvernementaux, trahison de tous les électorats traditionnels de la gauche. Donc une déroute électorale du PS, c'est une évidence. Aux élections régionales, ça va être très dur puisqu'ils vont sans doute perdre toutes les élections, toutes les régions. Ils vont perdre sans doute toutes les régions à ces élections, et bien évidemment l'Alsace. Bon, il faudra voir, j'en parlerai beaucoup, bien plus largement, bien plus profondément des élections régionales le mois prochain pour le prochain entretien de commentaires d'actualité. Voilà, donc une élection régionale 2015, une déroute électorale du PS probable, puisque, oui, il faut savoir qu'il y a eu la réforme territoriale, la reconfiguration de la carte territoriale avec, donc, on est passé de 24 régions à 12 ou 13 régions. Donc j'aborderai d'ailleurs peut-être cette idée de pourquoi on fait des super régions en France. En fait, c'est la stratégie des euro-régions, des Länder, de régionaliser la France, puisqu'on a nous, la France, on a un vieux pays jacobin centralisé, qui fonctionne sur les départements avec les préfets. Donc la volonté, mais ça j'en parlerai le mois prochain, la volonté de fédéraliser la France à l'allemande, hein, de créer de grands Länder, de super régions, que l'Europe veut créer des euro-régions pour casser la logique de l'État-nation. Ça j'en parlerai d'autres fois, hein, la logique de la landerisation, de la fédéralisation de la France pour créer des euro-régions qui puissent discuter directement avec l'Europe et casser la logique de l'État-nation, dans une volonté de détruire les nations, dans une volonté à la fois européiste et mondialiste. Bon, j'y reviendrai, donc voilà une déroute électorale probable du PS. Bien évidemment, ensuite une vague bleue des Républicains, de l'UMP, donc on doit appeler les Républicains, donc une vague bleue, bien évidemment, ils vont sans doute remporter beaucoup de régions, au moins donc sur les 12 ou 13 régions, je pense que la droite, les Républicains arriveront en tête à au moins la moitié des régions, au moins 12 ou 13 au moins 6 ou 7 régions sur les 13. Voilà, une déroute électorale du PS, à mon avis, historique, comme ça c'est jamais vu. C'en est fini du socialisme municipal, et historiquement, parce que la gauche, le PS, avait pris avant de conquérir le pouvoir national, c'était le socialisme municipal, ils prenaient le pouvoir et ils s'installaient dans les municipalités, dans les villes, dans les collectivités départementales et régionales. Là, c'en est fini du socialisme municipal. La gauche, le PS, et c'est pas plus mal, va être balayée et éjecter des conseils régionaux électoraux, donc au profit de la droite. Bon, mais quelle droite? Droite bourgeoise, droite libérale, droite cosmopolite, bien évidemment. Voilà, bon, une vague bleue, les Républicains sans doute. Surtout en Ile-de-France, on verra qui seront les candidats. Ils n'ont pas encore les candidats à la liste, mais sans doute une victoire de la droite en région Ile-de-France-Paris. Et enfin, oui, évidemment, bien évidemment, un triomphe électoral, un raz-de-marée. Là, on parlait de vagues, là c'est un raz-de-marée, un triomphe électoral du FN, donc du parti, bien évidemment, qui moi m'intéresse, qui intéresse les patriotes et les souverainistes. Je suis patriote et souverainiste, donc je m'intéresse au FN. Oui, bien évidemment, bon, triomphe électoral, là, je ne vais pas en dire plus, mais il y a seulement 3 régions où le FN va l'emporter au la main, au moins en premier tour. Région Nord, Nord-Pas-de-Calais avec Marine Le Pen. Nord-Pas-de-Calais, voilà. Région Sud, PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur avec sa nièce Marion Maréchal Le Pen. Et le Grand Est, la région Alsace, Champagne-Ardenne-Lorraine avec Florent Philippot. Et là c'est intéressant parce qu'on a les 3 électorats du Front National. Au Sud avec Marion Maréchal Le Pen, un électorat donc, du Sud, identitaire, des vieux retraités, assez bourgeois, retraités, assez xénophobes, assez identitaires, qui est sur mais assez bourgeois, qui est sur des thématiques purement identitaires, de défense de l'identité, de la nation, anti-immigration, anti-islam. Au Nord, Nord-Pas-de-Calais avec Marine Le Pen, on est sur du discours ouvriériste, plus populaire, plus social, plus ouvriériste, qui est sur des thématiques économiques et sociales, pas sur des thématiques identitaires ou xénophobes, ni racistes, mais sur des thématiques purement économiques et sociales, ouvriériste, pouvoir d'achat, donc électorat ouvrier, donc lutte des classes, un FN là plus à gauche et plus social, donc plus notamment étatiste, avec voilà, sur la désindustrialisation, le chômage, la pauvreté, et enfin un 3e Front National, mais on verra ça plus en détail pour le prochain commentaire d'actualité en décembre, un Front National mené par Florent Philippot à l'Est, donc dans le Grand Est, bien évidemment, avec Florent Philippot, donc là on sera sur du... là aussi sur du Front National plus social, plus à gauche, plus étatiste, avec la ligne gaulo-souverainiste et la critique de la désindustrialisation, des délocalisations et ce qu'on appelle le patriotisme économique.
Donc voilà, élection régionale 2015, mon pronostic, une déroute électorale de la gauche partout en France, une vague bleue pour les Républicains, notamment en Ile-de-France, et un triomphe électoral et un raz-de-marée littéralement du Front National au nord, au sud et à l'est. Ce qui veut bien dire que le Front National est le parti du peuple, le parti de la nation, contre les élites oligarchiques traîtres et vendus au mondialisme. Donc c'est tout. Ah oui, alors ensuite, toujours sur les élections régionales à venir, qui n'ont pas encore eu lieu bien évidemment, la conséquence des attentats terroristes de Paris sur la campagne électorale des élections régionales, est-ce que ça va jouer, notamment est-ce que ça va influencer, ça va jouer sur les thématiques de campagne et sur la ligne un peu droitière. Bon, moi je pense bien évidemment, la conséquence des attentats terroristes qui ont ensanglanté Paris vont bien évidemment avoir des répercussions, des influences, c'est logique, sur la campagne électorale des régionales. Puisque même si ce sont des élections régionales, donc locales, il y a toujours une nationalisation du débat, surtout quand voilà, il y a l'état d'urgence, surtout quand il y a un état, le pays est dans un état aussi critique suite au drame des attentats terroristes. Donc bien évidemment, voilà, une conséquence positive et négative hein, sur la campagne électorale des régionales, avec un débat qui sera nationalisé et centré sans doute, et je vais revenir sur des thématiques plus droitières, plus régaliennes. La défense de l'identité de la nation, la lutte contre l'immigration, le retour aux frontières, la lutte contre l'islam, la défense de l'identité nationale, un tournant sécuritaire, bon, et c'est ce que je vais aborder d'ailleurs avec l'exemple des élections régionales en PACA. Mais voilà, ce qui est sûr, la campagne électorale des régionales va être fortement nationalisée. Hein. On va parler beaucoup des attentats, on l'a déjà vu, des attentats terroristes, notamment des thématiques importantes comme la sécurité, l'islam, l'immigration, donc des thèmes de l'État et régaliens. Et ça, on le voit, oui, en effet, on le voit bien évidemment avec les élections régionales en PACA. Pour finir sur ces élections régionales à venir, les élections régionales en PACA, Christian Estrosi pour la droite, donc l'UMP, et Marion Maréchal Le Pen pour le FN, oui, une droitisation du débat. Oui, donc là, je reviens sur ça. Suite aux attentats terroristes de Paris, suite à l'insécurité grandissante, suite aussi à la crise migratoire, et à la submersion, la déferlante migratoire et de réfugiés en France. Suite à tout cela, c'est un terrain idéologique et politique bien évidemment propice au Front National et aux thèses du Front National. Donc évidemment, là on l'a déjà vu, cette élection régionale en PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc dans le sud-est de la France, ça va se polariser autour de deux candidats, on l'a vu, hein, droite et extrême droite on va dire, le Front National contre les Républicains. Donc chez les Républicains c'est Christian Estrosi, donc maire de Nice qu'on ne présente pas, au tocard intégral qui joue et qui veut essayer de siphonner les électeurs du Front National en draguant et en allant voilà, draguer les électeurs et les thématiques du Front National, mais tocard intégral, hein, je veux dire, Estrosi, maire de Nice, c'est pas grand chose. Et face à lui, quelqu'un de plus sérieux, pourtant plus jeune, mais plus sérieux, Marion Maréchal Le Pen pour le FN, que j'aime bien par ailleurs, donc on y reviendra. Bon, à la fois, il y a tout qui pour elle est jolie, elle est intelligente, elle est vivace, voilà, elle a un esprit critique et elle est patriote, elle a tout ce qu'il faut pour elle. Contrairement à Estrosi qui a pas beaucoup d'atouts pour lui, je dirais, bien que je ne crois pas que son bilan soit tout à fait critique et négatif pour la mairie de Nice, mais donc voilà, et donc oui, droitisation du débat, c'est une évidence. Autour des thèses, comme on l'a vu, immigration, le rejet de l'immigration, retour à des frontières nationales, identité nationale et affirmation de la France face à une Europe supranationale, critique du mondialisme et de l'européisme, critique de l'islam très virulente et de l'immigration, avec une alliance et une convergence assez intelligente, mais peut-être limitée, qui est faite entre véritablement l'immigration et l'islam. L'immigration qui est un processus économique voulu par le mondialisme économique, et l'islam qui est dans une optique de choc des civilisations et de société multiculturelle et d'idéologie du métissage sur lequel je vais revenir, est une volonté des élites aussi mondialistes. Il y a une double volonté de métisser le peuple de France et à la fois de lui imposer une migration de masse qu'il n'a pas voulu. Donc il faut articuler les deux. L'un qui est plutôt sur une critique sociale, de dumping social de l'immigration de masse, et l'autre qui est plutôt une critique de défense de nos valeurs, défense de la France charnelle, défense de notre identité, défense de nos valeurs, à travers une critique de la société multiculturelle et du métissage organisé et généralisé en France. Donc voilà, c'est tout pour les élections en PACA, donc j'y reviendrai, mais on voit très bien que l'exemple des élections en PACA entre Estrosi et Maréchal Le Pen prouve une droitisation du débat, c'est une certitude, la société française se droitise, le débat politique bien évidemment suit la société française, donc une droitisation du débat, avec des thèses, avec la droite qui court sur les... mais ça fait depuis 2007, depuis Sarkozy, la droite qui court sur les thèses et l'électorat du Front National, et insister sur des thématiques, nationaliser le débat et insister sur des thématiques régaliennes, c'est-à-dire immigration, sécurité, frontières, nation, islam, Europe. Donc j'avais fini pour les élections régionales en PACA.
Et enfin, un autre sujet qui n'a rien à voir. Alors Yann Moix, on a vu, le remplacement, c'était en septembre-octobre à la rentrée, le remplacement de Yann Moix, le remplacement de Aymeric Caron par Yann Moix dans l'émission On n'est pas couché, qui est la grand-messe de Laurent Ruquier sur France 2. Qu'en dire? Bon bah, chien de garde du système de plus. Ça c'est un épiphénomène, je voulais en parler comme ça, c'est pas grand chose. Juste dire que oui, à la rentrée là, dans l'émission de Ruquier, qui est la grand-messe politique et intellectuelle, enfin la grand-messe politique et de débat sur France 2, On n'est pas couché. Donc émission présentée par Laurent Ruquier, deuxième partie de soirée. Yann Moix a remplacé Aymeric Caron dans le cadre, voilà, il y a toujours Léa Salamé pour jouer la beurette, en tout cas jouer soi-disant celle qui est de droite, et Yann Moix visiblement remplace Aymeric Caron dans le tocard de la bien-pensance. Bon, j'ai pu voir ses interventions par rapport à Michel Houellebecq ou par rapport à Michel Onfray, deux horribles malpensants, deux horribles libres penseurs pour quelqu'un comme Yann Moix, bon, qui fait partie de la bande ABHL, il y a toutes les casseroles, tous les dossiers sur Yann Moix. Certains balancent sur lui qu'il est tenu par voilà, la règle du jeu et les réseaux mondialistes et sionistes parce qu'il aurait produit entre autres des écrits révisionnistes. Bon, c'est un retourné Yann Moix, c'est un retourné, c'est un type totalement dominé par le système et qui en fait des tonnes dans le tapin, voilà, autour de BHL, autour de la défense d'Israël, autour de la défense de l'Union Européenne, autour de l'immigration de masse, de la société multiculturelle. On l'avait déjà entendu, voilà, il fallait une Marianne noire. Lui, Yann Moix, il veut une société véritablement multiculturelle, multiraciale, et il veut véritablement détruire la France éternelle et la France charnelle. Bon, c'est un guignol, bon voilà, rien à dire de plus. Voilà, un chien de garde du système de plus, comme le fameux concept marxiste de Paul Nizan. Yann Moix est un de ces cadres de la domination idéologique et politique du culture-mondain et du débat télévisuel et des médias. Il n'y a rien à dire, donc Yann Moix remplace Aymeric Caron, donc voilà, donc Yann Moix, je vous le dis, produit des écrits révisionnistes, tenus par des membres du système, qui ont fait des tonnes dans la gauche au caviar et pour la défense du multiculturalisme. Bon, Aymeric Caron, c'était déjà pétrolane, comme on l'appelait, Aymeric Caron pétrolane, c'était déjà quelque chose, c'était déjà grotesque, mais là on va aller encore un peu plus loin dans la soumission anti-système, dans le politiquement correct. Je vous dis, on a déjà vu Yann Moix, On n'est pas couché face à Michel Onfray ou face à Michel Houellebecq, qui sont des résistants à la pensée unique, quoi qu'on en pense, des résistants à la pensée unique, assez politiquement incorrects, pas bien pensants, libre penseurs. On a vu Yann Moix s'attaquer comme tel un roquet, tel un chien de garde, voilà. Yann Moix, chien de garde du système absolu, roquet du système, quoi. Il mord. Il mord et on sait pourquoi. Ami avec Bernard-Henri Lévy, voilà, Yann Moix, c'est les réseaux mondialistes, immigrationnistes, voilà. Yann Moix remplace Aymeric Caron, donc peut-être encore pire qu'Aymeric Caron dans la démagogie, dans le gauchisme, véritable chien de garde du système, comme j'ai dit. Donc autre sujet intéressant, oui, alors Marine Le Pen fait parler d'elle et agace le système à travers deux petites choses qui sont arrivées à Marine Le Pen, deux désagréments, dirons-nous. L'émission a annulé à des paroles et des actes et un procès antiraciste qu'elle a gagné, heureusement. Oui, donc déjà, l'émission des paroles et des actes, donc ça on a vu un truc hallucinant, donc Marine Le Pen, il y avait une émission des paroles et des actes présentée par David Pujadas, qui est donc l'émission de débat politique et intellectuel sur France 2, qui était programmée dans le courant du mois d'octobre ou de novembre, je crois que c'était octobre, et Marine Le Pen a décommandé, alors tout le monde a été scandalisé, mais en effet Marine Le Pen a décommandé, elle était l'invitée de David Pujadas pour des paroles et des actes. Marine Le Pen a bien évidemment décommandé et je comprends l'émission des paroles et des actes, puisqu'elle a jugé qu'il n'était pas normal et il était scandaleux comment dirais-je, de lui mettre en face 5 ou 6 contradicteurs. Elle a eu en face d'elle 5 ou 6 contradicteurs, elle aurait eu en face d'elle, si elle était allée à l'émission, 5 ou 6 contradicteurs, et elle a estimé que une émission qui dure 2 ou 3 heures avec 5 ou 6 contradicteurs en face d'elle, ce n'était pas tenable, ce n'était pas démocratique, elle a bien eu raison. Donc elle a refusé d'aller à l'émission des paroles et des actes. Et là on voit véritablement, donc certes, le système politico-médiatique s'est scandalisé, comment Marine Le Pen ne va pas à l'émission des paroles et des actes. Elle n'honore pas son contrat. Marine Le Pen honore toujours ses contrats, elle va toujours à l'émission des paroles et des actes. C'est même l'une des invitées les plus nommables. Enfin, elle a été invitée au moins 3-4 fois, mais donc elle ne faillit jamais à sa tâche. Marine Le Pen ne renonce jamais au débat, bien au contraire. Mais là, je peux comprendre son agacement face à une espèce de coalition à l'émission des paroles et des actes, voilà, comme ça, de 5 ou 6 contradicteurs face à elle. Je comprends que ce n'était pas tenable, surtout s'il faut tenir 2 heures. Et deuxième chose, oui, un procès antiraciste, donc ça c'est assez drôle. Marine Le Pen fait parler d'elle à agace le système, oui, le procès antiraciste. On a vu qu'elle a gagné là, dans le courant du mois de novembre, et c'est tant mieux.
Marine Le Pen a enfin gagné son procès antiraciste, qui était un truc, alors là, qui remontait à 2011 ou 2012, qui était, rappelez-vous, souvenez-vous, quand elle avait comparé les prières de rue des musulmans, oui, une occupation sans armes, mais une occupation tout de même. Donc, soi-disant, ça avait fait couiner, ça avait choqué dans la médiacratie, comme dirait Gilles Debray, dans la médiacratie et dans le système. Marine Le Pen comparerait les prières des rues des musulmans à l'occupation allemande. Ce qui est assez drôle d'ailleurs, parce que quand son père fait allusion de manière fraternelle à l'occupation allemande et nazie pendant la guerre, on lui reproche d'être pro-nazi, et quand Marine Le Pen dénonce l'occupation allemande et fait de l'anti-germanisme, on lui reproche d'être germanophobe. Donc il faudrait savoir ce qu'on veut. Choisis ton camp, camarade, on dit, voilà, mais c'était pour finir sur Marine Le Pen, quoi. Marine Le Pen commence à faire parler d'elle et commence à agacer sérieusement le système, parce que là on pense direct à 2017, hein, et à sa probable élection sans doute à la présidentielle, voilà. Marine Le Pen a gagné son procès, soi-disant en diffamation, son procès antiraciste face aux flics et face aux juges de la LICRA. C'est tant mieux, c'était la LICRA qui lui a tenté un procès. Propagande intégrale, toujours la même propagande intégrale à propos de toujours le même baratin, incitation à la haine contre les musulmans. Marine Le Pen a gagné son procès pour antiracisme, pour incitation à la haine raciale, et c'est bien tant mieux. La parole doit se libérer en France, enfin. Un autre sujet... Oui, alors là, deux petits sujets peut-être pour finir sur cette première partie. Oui, alors, les 25 ans de la loi Guesso, on fait les 25 ans de la loi Guesso, peut-être vers un procès en révision pour inconstitutionnalité de la loi Guesso, de la loi mémorielle. Alors là, je voulais aborder rapidement ce sujet. Tout le monde connaît la fameuse loi Guesso. Donc c'est donc loi Guesso, qui était une loi qui avait été votée en 1990, loi mémorielle pour condamner la citation à la haine raciale, donc c'est toujours cet arsenal de lois antiracistes, et condamner la négation de la Shoah, la négation de l'Holocauste, la négation des crimes contre l'humanité. C'était à l'époque de Faurisson, donc j'ai rien de tout ça à dire, mais c'est un truc qui m'a intéressé, c'est un petit sujet, hein, mais j'ai pu voir ça autour de c'était peut-être en octobre, la loi Guesso, oui, donc qui est cette loi mémorielle, cette loi liberticide en réalité, cette loi antiraciste, cette loi liberticide, cette loi mémorielle, qui pourrait peut-être sauter, car c'est les révisionnistes, les négationnistes comme Vincent Renoir, que certains connaissent peut-être, et Robert Faurisson. Révisionniste ou négationniste, moi je ne m'entends pas sur le terme, je m'en moque pas mal, chacun les appelle comme ils veulent. Certains pensent que ce sont des faussaires de l'histoire, d'autres que ce sont d'authentiques historiens. Bref, la loi Guesso pourrait bel et bien sauter le verrou de la loi Guesso, donc voilà, pour un procès, pour une révision inconstitutionnelle. Pour une critique d'une loi qui ne serait pas constitutionnelle, pas en accord avec la Constitution française. Ce qui est intéressant puisqu'en effet, on a vu, c'est tout cet arsenal de lois mémorielles, Guesso, Pleven, une critique qui s'élève de plus en plus, et même des gens de la communauté juive, même des gens comme Jack Lang ou Robert Badinter, qui sont des juristes, des agrégés de droit ou au moins des juristes, surtout Robert Badinter et même Jack Lang, critiquent la loi Guesso. Pourtant, ils sont eux-mêmes issus de la communauté juive, ils sont juifs, ils ont eux-mêmes peut-être subi le drame de la déportation allemande des juifs, ils sont eux-mêmes juristes et ils sont totalement démocrates, mais eux-mêmes critiquent, sans soutenir forcément les négationnistes, sans soutenir la cause du révisionnisme historique, sans soutenir Faurisson et Renoir, mais ils soutiennent la révision, voire le fait de faire sauter cette loi Guesso qui juge comme une loi inique et inconstitutionnelle, anticonstitutionnelle. Donc c'est à voir, voilà. Pour les 25 ans de la loi Guesso, peut-être la fin de la loi Guesso, enfin. Moi je ne m'y oppose pas, mais je critique juste bien évidemment cette loi comme une loi, je dirais, comme tous ceux qui la critiquent, comme une loi, on va dire, liberticide, qui condamne, voilà, au nom de l'antiracisme, de l'incitation à la haine raciale, qui condamne tout propos. Bien évidemment, moi je suis contre, je suis pas historien, je pense que ce n'est pas aux légistes, je pense que ce n'est pas aux législateurs ou aux politiques de faire l'histoire, c'est aux historiens d'écrire l'histoire. Donc, certains, voilà, il y a un procès pour révision de la loi Guesso comme une loi anticonstitutionnelle, peut-être vers la fin de la loi mémorielle. Cette loi date de 1990, donc ça ferait, la loi Guesso fête ses 25 ans aujourd'hui, donc on verra ce qu'il en est, donc on reconnaît, hein. Moi je n'épouse pas du tout la cause des révisionnistes ou des négationnistes comme Faurisson ou Renoir. Je rappellerai quand même encore une dernière fois que des juristes eux-mêmes, des démocrates comme Badinter ont soutenu que cette loi était anticonstitutionnelle. Je crois même que Simone Veil, qui a été dans les camps, qui a été à Auschwitz, dans les camps, condamne elle-même la loi Guesso comme une loi anticonstitutionnelle et une loi liberticide.
Donc peut-être vers la fin de la loi Guesso, on verra si cette loi est authentiquement anticonstitutionnelle. Moi je me préoccupe pas de ça, hein. Je dis juste que les historiens doivent faire l'histoire, pas le politique, et que cette loi, si elle est anticonstitutionnelle, qu'elle n'est pas conforme à la Constitution, doit sauter. En revanche, le scandale démocratique, c'est pas de faire sauter cette loi, c'est pourquoi cette loi qui serait apparemment anticonstitutionnelle, pourquoi la loi Guesso qui sera apparemment anticonstitutionnelle continue à sévir pendant 25 ans si c'est une loi finalement anticonstitutionnelle, donc antidémocratique. Donc voilà pour les 25 ans de la loi Guesso et la fin peut-être des lois mémorielles. Et je voulais peut-être finir, oui, pour cette première partie sur... oui, la France, c'est officiel, dictature de la pensée, dictature antiraciste. Donc je vais peut-être finir là-dessus, à travers plusieurs choses, hein. J'ai noté les lois mémorielles, les associations et les procès des antiracistes, et aussi, bon, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, notamment partout. Donc oui, là, je voulais le dire, c'est officiel aujourd'hui, la France est une véritable dictature de la pensée, une véritable dictature antiraciste. Ça en devient aberrant, ça en devient lassant, ça en devient insupportable. Notamment, voilà, à travers toutes ces lois mémorielles qui corsettent la liberté d'expression, sous couvert de lutter contre la haine raciale et l'incitation à la haine raciale, sous couvert de lutter contre le racisme et la xénophobie, sous couvert de lutter contre le négationnisme, sous couvert de lutter contre ceux qui nient les crimes contre l'humanité et les génocides, qui se multiplient d'ailleurs de plus en plus. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir droit à son crime contre l'humanité, tout le monde peut avoir droit à son génocide, ce qui est assez drôle. Non mais voilà, oui, la France, une dictature de la pensée unique, parce que c'est toujours une dictature de la pensée, c'est toujours une dictature de la pensée unique, hein. Les régimes totalitaires, que ce soit Staline, Hitler, le nazisme, le fascisme, le communisme, c'était toujours des dictatures au nom d'une pensée unique, au nom du Duce, du guide, au nom de la lutte des classes, au nom des intérêts de l'État, au nom, donc c'est une dictature de la pensée, toujours une dictature de la pensée unique. Bon, véritable, voilà, la France est une dictature antiraciste aujourd'hui. On l'a vu avec, voilà, les innombrables lois mémoriales, Guesso, Pleven, Taubira, qui corsettent la liberté d'expression, donc des lois liberticides. Les nombreuses associations antiracistes, l'ICRAM, RAP, SOS Racisme, ALD, qui font des procès pour antiracisme à tous les dissidents, que ce soit Soral, Dieudonné, bon, des gens plus radicaux comme Hervé Ryssen, et même Zemmour. Donc voilà, hein. Et enfin, voilà, aussi une lutte contre le racisme et l'antisémitisme érigée en cause nationale. Lutte contre le racisme et l'antisémitisme et les préjugés de tous bords érigés en cause nationale et priorité du gouvernement, notamment en embrigade à la jeunesse. Là aussi, c'est le fait on voit que la France est une dictature et un régime totalitaire, puisqu'on embrigade la jeunesse jusqu'à la petite enfance, hein, jusqu'à la petite école, jusqu'à l'école primaire. L'éducation nationale fait de la propagande, bon, multiraciale, multiculturelle, bien évidemment, propagande métissolâtre, bien évidemment, et de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, bien évidemment. Les écoliers ne doivent pas apprendre à lire, écrire, compter et maîtriser les savoirs fondamentaux, alors qu'ils les maîtrisent de moins en moins, il y a de plus en plus d'illettrisme. Non, la priorité, c'est de lutter contre le racisme et l'antisémitisme à l'école primaire, évidemment. Donc je vais finir, ouais, sur ce sujet, voilà, donc finir sur la loi Guesso, la révision de la loi mémorielle, pourquoi pas, et enfin, voilà, la France, une véritable dictature antiraciste, une dictature de la pensée, voilà, nous sommes officiellement vraiment une dictature de la pensée, une dictature antiraciste, comme sous Staline, comme sous les régimes totalitaires, où on diabolise l'ennemi, où on fâche ses ennemis, c'est un fasciste, c'est la haine, l'extrême droite, les heures les plus sombres, on connaît tout le baratin, on connaît toutes les phrases, les heures les plus sombres, le ventre de la bête immonde est encore fécond, tout le baratin antiraciste habituel, voilà, à travers, voilà, des lois mémorielles qui corsettent la liberté d'expression, des procès antiracistes à outrance et des associations antiracistes qui sont des associations communautaires d'incitation à la haine raciale, mais qui on voit au chapitre dans notre République une indivisible, et enfin voilà, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme érigée comme cause nationale à l'école. Salut à tous, donc c'est la fin de la première partie de l'entretien de commentaires d'actualité nationale. On se retrouve tout de suite pour la seconde partie de l'entretien, pour la seconde partie de l'entretien d'automne 2015, partie nationale.